Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du côté du Sama. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, top flop. Et puis en fin de vidéo on parlera du Sama des dames également. On verra un petit peu tout ce qui s'est passé avec le classement de la course. Et puis n'oubliez pas, ce soir on aura le débrief des points UCI vers 21h. On va essayer de respecter un petit peu les délais pour les différentes vidéos. Allez, on commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire eh bien, qui vous a plu, qui vous a déçu, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, si vous avez pu voir les deux courses. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires et je remercie les gens qui l'ont fait. Il y a même un tutos pour le faire sur YouTube. Sur YouTube Viewers, je crois, la page de YouTube, si vous ne savez pas comment faire. Sinon, je peux vous envoyer le lien dans les commentaires. Et puis, si vous voulez me soutenir également, vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications sur les miniatures. Comme ça permet de mettre en avant les vidéos sur la plateforme. On commence tout de suite avec cette édition du Sama. Le Sama qui aura été marqué cette année par beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions dans le peloton, à la fois du côté de la course des filles, à la fois du côté des garçons, avec notamment pas mal de chutes sur le parcours. Il y a toujours eu quelques chutes sur le Sama. Là, cette année, on en a eu énormément, souvent au même endroit. Il y a une ligne droite, notamment du parcours, qui a connu 3 chutes. Mais on a eu beaucoup de chutes sur ce parcours. Et pas forcément dans les endroits dangereux. Enfin, plus dangereux que ça. Il y a un endroit, c'était au niveau des dodanes. Enfin, des passages, c'est pas des dodanes, c'est des passages berlinois, je crois le bon terme. Et vous savez, c'est les dodanes, mais qui font pas toute la route, là, les petits trucs en métal, je crois que ça s'appelle des passages berlinois. Je crois me rappeler. Mais on avait un parcours qui était tendu à certains moments. C'est toujours un petit peu technique le Sama, parce qu'il y a pas mal de secteurs où les sorties se font dans des virages, où les entrées se font dans des intersections, dans des virages. Mais c'est pas forcément là où il y a eu beaucoup de dangers, où il y a eu beaucoup de chutes. C'est plus à d'autres endroits, et je pense qu'il y a quelques coureurs et coureuses, parce que notamment il y en avait une où il y avait toujours l'ambulance, donc j'espère qu'il n'y a pas eu un truc trop grave. J'ai pas l'impression au moment de la chute, mais je pense qu'il y a quelques coureurs qui se sont fait des clavicules ou d'autres blessures et qui vont être indisponibles après cette épreuve. Petit résumé rapide de la course du côté des garçons. Alors je peux commencer du côté de la course des filles. On va faire les deux résumés ensemble. C'est très simple du côté des filles. On a eu une première échappée matinale de 2 filles qui se fait reprendre quasiment au début du direct télé. Et puis ensuite, on a eu 2-3 chutes. Il y a eu des tentatives, notamment du côté de Ruby Roseman Gagnon. On n'a pas vraiment compris même la stratégie du côté de la Jayco Alula. Il y a eu une nouvelle chute avec notamment Elisabeth Holden qui a été impliquée dans cette chute. Et puis à 12 km de l'arrivée, on a une attaque de Genia Bujac, mais qui est reprise. Et ça s'est fini au sprint, avec notamment l'équipe Jayco Alula, enfin Jayco Live, pardon, chez les filles, c'est Jayco Live qui a fait un magnifique travail pour emmener Vibus, sauf que Vibus n'est pas dans la même formation. On passe au résumé de la course des garçons. Du côté des garçons, on a vu une échappée bien plus importante, avec notamment pas mal d'équipes continentales. Et puis on avait Bloem, Vliegen du côté de la Wagner Bassin, Godson Martin du côté d'Auscatel, Crodley qui est un coureur de la Lidl, Damen de la Volker Wessel, Kor de la Lotto Kern Haus. Donc pas la Lotto, l'équipe belge, mais l'équipe allemande. On avait également Visser et Van Wemanle, je crois que j'ai bien écrit, du côté de la Beat Cycling, l'équipe néerlandaise. Échappé qui à 100 km de l'arrivée va avoir 2 minutes 40. L'écart qui va être assez stable pendant 20-25 km. Par exemple à 80 km de l'arrivée on a 2,56. Et puis l'écart diminue très vite. Mais alors très vite. Sous l'impulsion notamment de la Alpecin. Avec l'attaque de Mathieu Van Der Poel à 65 km de l'arrivée. Et ce qui fait qu'en
15 km, même pas, l'échappée va passer de 3 minutes d'avance à 0, rien que dalle, nada. Ce qui est assez impressionnant, avec une Alpecin qui va faire un tempo pendant quasiment toute la première boucle, qui va attaquer de manière incessante. Et puis après, on va avoir une nouvelle attaque de Van Der Poel à 50 km de l'arrivée. On se retrouve ensuite avec une nouvelle attaque, notamment avec du Taco Van Der Horn, une échappée avec 8-12 coureurs, mais qui va rester devant pendant une dizaine de kilomètres. Alors cette échappée-là, elle aurait pu vraiment aller au bout, mais ça s'est un peu trop regardé. Gachignard voulait pas passer avec Gaze du côté de la Alpecin. Enfin voilà, tout le monde a un petit peu compté ses coups de pédale, ce qui fait que ça n'est pas allé à bout. Dernière grosse surprise, eh bien, c'est Arnaud Delis avec son problème mécanique à 19 km de l'arrivée. J'ai noté ça comme ça. Et puis on a également une chute dans les 12 km de l'arrivée. Une chute assez importante, et Delis qui est revenu dans le peloton. Le sprint, on a Sénéchal qui emmène dans le dernier secteur pavé. On va avoir ensuite plusieurs équipes qui vont bosser, notamment l'équipe de Sénéchal, notamment également la Quick-Step. Voilà, on a quelques équipes qui emmènent. Et puis à la fin, Van Der Poel, qui pourtant mange du vent, va réussir à faire une accélération aux 225 mètres. Il ne sera jamais repris ni par Magnier, ni par Emilien Jagnard, qui s'était battu pour prendre la roue du coureur néerlandais. Et donc c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose pour son premier jour de course de la saison. Alors après, on est assez habitué avec Van Der Poel qu'il soit performant sur sa première journée de course. Il est toujours très bon d'entrée. Et ça, je pense que... Alors, à chaque fois... il prêche pour sa paroisse, hein, on va dire. Du côté de Steve Chenel, il pense que c'est le cyclocross. Moi, je pense que c'est surtout le VTT. Parce que quand vous faites du VTT, il n'y a pas beaucoup de courses dans l'année. Vous êtes obligé de très très bien cibler les objectifs. Et d'être donc au top de votre forme sur les objectifs. Et je pense que c'est tous les mecs qui font du VTT normalement étaient très très bons pour se préparer physiquement sur des objectifs, des dates précises. Et je pense que c'est le cas de Van Der Poel. Moi, je dirais que c'est plus le VTT que le cyclocross qui lui permet d'être efficace dans ce domaine-là. Eh bien, je crois qu'on a tout dit du côté des résumés de course. On va commencer par les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Van Der Poel. Van Der Poel, oui. Déjà, ça faisait depuis super longtemps que je n'avais pas vu faire un sprint, Van Der Poel. Parce que c'est même ce que je lui reprochais à une époque, c'est de dire, il est rapide au sprint, il a une pointe de vitesse Van Der Poel, c'est même presque un petit peu comme ça qu'il s'est fait connaître, notamment sur les boucles de la Mayenne. Il y a 2019, ça doit remonter 2018, 2019, peut-être même avant, sur les boucles de la Mayenne. Quand c'était diffusé sur la chaîne L'équipe, ça va être la première édition diffusée sur la chaîne L'équipe ou un truc comme ça. Et Van Der Poel, j'avais dit, putain, super coureur, mais surtout grosse pointe de vitesse. Et contrairement à Van Aert qui continue de faire de temps en temps, qui continue de faire des sprints, Van Der Poel a arrêté assez vite de faire des sprints sur le plat ou même en léger faux plat montant. Ce qui, je trouve, est une erreur, parce qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de victoires. Pas forcément des plus belles victoires dans son palmarès, mais il pourra avoir plus de victoires. Ça, c'est clair et net du côté de Van Der Poel. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il était vraiment une jambe au-dessus de tout le monde. Enfin, très clairement, il était une jambe au-dessus de tout le monde, parce que quand tu regardes la manière dont il court aujourd'hui, il court pas à l'économie. En termes de stratégie, c'est un peu le fou du village, quoi, Van Der Poel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait un petit peu... il était tout feu tout flamme, quoi. Il a couru un petit peu comme un cadet, Mathieu Van Der Poel, mais ça marche quand même. Alpecin a fait le spectacle, parce qu'Alpecin aujourd'hui, ils ont fait le show. Vraiment. Ils ont été hyper actifs tout le temps. Et Van Der Poel, il a été intouchable, mais intouchable. Sur cette course, le sprint en faux plat montant, ça ne l'a absolument pas gêné. Alors que pourtant, il devait avoir un mauvais souvenir du Samin, comme Delis. Parce que le Samin, c'est là où il avait pété son cintre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, c'était la potence qui avait cédé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette sombre affaire du côté des Vélos Canyon. Il avait pété sa potence, je crois, Van Der Poel, sur le Samin. Vous savez, il s'est retrouvé avec presque le guidon d'un côté et le vélo de l'autre, le cadre de l'autre.
Ça avait été une image assez impressionnante. Donc c'est vrai que sa dernière fois, je crois que c'était sa dernière fois au Saman, ça s'était moyennement passé. Mais non, il a été excellent, mais parce qu'il sait préparer des objectifs précis. Il sait être au top au moment où il le faut, Van Der Poel. Et puis quand il a une jambe au-dessus de tout le monde, il peut même faire des erreurs, c'est pas un problème. J'en parlais il y a quelques jours avec Benelli. Où je disais la différence entre le Benelli de 2023 et le Benelli de 2025, c'est qu'en 2023, même en faisant des erreurs, ça me scorait des points. Van Der Poel, lui, il peut toujours faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il peut courir un petit peu comme un foufou, ça marche. Et puis, il faut quand même le dire qu'à partir de 50 km de l'arrivée, enfin pendant quasiment une heure, on ne l'a pas vu. Et puis la course a été dure aussi. Ça a aidé Van Der Poel. On était sur l'horaire le plus rapide, mais largement sur l'horaire le plus rapide. Même en avance sur l'horaire le plus rapide. Donc ça n'a pas vraiment débranché à 100 km de l'arrivée. Ça a roulé extrêmement fort. Et à la fin, ça fait un grand résultat pour lui. Un bon premier résultat pour lui dans sa saison. Première victoire sur le Samin. Puis c'est sympa pour les organisateurs du Samin. Voilà, déjà d'avoir pu accueillir Van Der Poel, mais en plus qu'il gagne. Ça va attirer un petit peu peut-être des coureurs d'autres formations pour les années à venir sur cette épreuve qui est une belle épreuve du calendrier belge et qui clôture ce week-end d'ouverture parce qu'à partir de maintenant, les pavés, on ne les retrouvera qu'à Nokere. Donc dans 15 jours, on va avoir 15 jours de pause sans pavés. Et on les retrouvera qu'à Nokere où on retrouvera des courses pavées. Et puis à partir de Nokere, c'est là où tout va s'enchaîner. Notamment avec la quinzaine, moi je l'appelle comme ça, je sais que normalement c'est la semaine sainte, mais moi je l'appelle la quinzaine sainte parce qu'il y a Nokere, Gand, Grand Prix O3, vous avez le Tour des Flandres à travers la Flandre, vous avez une quinzaine de jours qui sont très intéressants pour les fans de cyclisme et les fans de spectacle. Deuxième équipe au top, après Van Der Poel et l'Alpecin, parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais du côté d'Alpecin, on a vu également beaucoup Samuel Geize. Voilà, il y a eu Kellich aussi, c'est une équipe qui a été très en vue pendant toute la journée. La Total Energy, très belle journée du côté de la Total Energy. Moi j'ai bien aimé Gachignard, vraiment. J'ai bien aimé la journée qu'a faite Gachignard, notamment dans ce groupe de 8-12 coureurs, mais il a été présent pendant toute la journée. Donc bravo, ce qui montre que Gachignard, Janière, également Turgis, il y a 4-5 coureurs très intéressants pour les classiques flandriennes, les quelques classiques flandriennes qu'ils vont faire du côté de cette formation. Et là on voit que c'était plutôt bien en place. Non, ils ont fait du très très bon boulot, Gachignard très bon. Moi j'ai vraiment bien aimé la course de Gachignard, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal du tout. Ce qu'il a fait, bien entendu le sprint de Janière, alors qu'a dit qu'il avait perdu la route Turgis, que ça aurait pu vraiment l'aider un peu plus. Oui, après, il y a la bagarre avec Magnier. Oui, il s'énerve un peu. Pour moi, il n'y avait rien. En fait, le problème, c'est qu'il y a une courbe. Voilà, donc quand il y a une courbe, à un moment, il s'est retrouvé très proche des balustrades, donc un peu gêné. On n'est pas sur un sprint en ligne droite, Magnier n'a pas forcément dévié de sa trajectoire, pour moi il n'y a rien. Mais oui, Janière, forcément ça vous met en colère quand vous voyez la balustrade et que vous voyez que vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Après il l'a dit très clairement, il ne pouvait pas aller chercher Van Der Poel aujourd'hui, Van Der Poel était trop fort. Mais c'est intéressant Janière, parce que moi je pense qu'il a des qualités pour ces courses-là. Alors peut-être pas le Tour des Flandres, mais Paris-Roubaix, le Samin et Nokere, par exemple, je ne sais pas s'ils sont invités sur Nokere, mais sur ce type de course-là, un peu plus plate, là il peut être vraiment très efficace. Peut-être Gand aussi, je ne sais pas s'ils sont invités à Gand, mais c'est aussi un format qui peut lui convenir, à Janière. Et je pense Roubaix, parce que quand tu vois comment il arrive il a une bonne vitesse au sprint, c'est un mec qui est très musculeux. C'est vrai que Janière, il est assez impressionnant du haut du corps. Je trouve qu'il a des biceps, c'est la taille de mes cuisses, quoi, ces biceps. Je trouve c'est impressionnant ses bras. Je trouve au niveau des épaules, il a une carrure, Janière, c'est assez dingue. Et du côté donc de Janière, je pense qu'il y a un vrai truc à faire aussi sur ces courses-là. Enfin, il a un vrai talent pour ces courses-là. Je pense, Émilien Janière. Et puis si en plus Gachignard est en forme, que Turgis a retrouvé de la confiance,
ça peut faire une équipe pas mal solide quand même sur ces courses-là. Et ça peut être très intéressant pour la Total Energy. Alors déjà, faire 3e du Samin, ça fait quelques points UCI, ça fait un bon résultat. Jean-René Bernaudot doit être content, surtout qu'en plus, on ne sait pas trop comment ça va se passer pour Fabien Doubet avec le Tour du Rwanda. Ça va redonner un petit peu une meilleure image de la Total Energy que sur cette semaine en Rwanda, entre les propos de Jean-René Bernaudot et l'attitude de Fabien Doubet, semblerait-il, sur la dernière étape, qui a tout fait pour qu'elle ne reparte pas, qu'elle soit neutralisée, annulée cette dernière étape, ce qui n'a pas plu ni aux officiels de l'UCI qui étaient sur place, pour voir comment ça allait se passer pour les championnats du monde, ni les organisateurs. On va dire, il s'est mis tout le monde à dos du côté de Fabien Doubet, et puis tout le monde a ressorti cette grande phrase de Jean-René Bernaudot au moment de l'étoile de Bessèges, où il avait dit il faut aider les petits organisateurs. C'est bizarre quand c'est en France, il a les petits organisateurs, quand c'est au Rwanda, par contre, il en a rien à foutre, surtout quand il a le maillot de leader. Jean-René Bernaudot, ça serait bien d'être un peu moins faux cul de temps en temps chez certains personnages du cyclisme. Mais heureusement, Janière Gachignard, ça m'a réconcilié avec l'équipe aujourd'hui. Et puis je termine avec Paul Magnier. Pas mal. Aujourd'hui, il court bien, Magnier, je trouve. Très bien placé à chaque secteur. Pas trop devant, ce qui a été l'erreur de Cubis, par exemple. Lui, il est vraiment bien en place, je trouve, Paul Magnier. Non, il lui manque pas grand-chose aujourd'hui pour aller chercher Van Der Poel. Peut-être un peu de fatigue liée à samedi. Et au changement de statut aussi du côté de Paul Magnier. La course de mouvement également de la Alpecin l'a peut-être un petit peu fatigué. Aussi au moment de faire son sprint. Il manquait peut-être un petit peu de monde aussi. Dans les 10 dernières minutes, c'est vrai qu'on voit pas suffisamment le maillot de la Quick Step. Donc il s'est retrouvé un petit peu seul, Paul Magnier. Ça manquait peut-être un petit peu d'entourage du côté de cette formation, mais il peut être vraiment satisfait de ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est une belle deuxième place. Bon, il le disait, battu par plus fort, et que ça soit Janière et Magnier, on voit que Van Der Poel, c'est pas n'importe quel coureur, qui fait partie des ogres du cyclisme, comme je les surnomme, parce que Magnier et Janière, ils étaient très contents de partager le podium avec Van Der Poel. Je sais pas si vous avez entendu l'interview, je sais plus si c'est Magnier ou Janière, je sais plus c'est lequel des deux, l'interview d'après-course où il dit mon rêve c'était de courir avec Van Der Poel, ça s'est fait, maintenant partager un podium avec Van Der Poel, c'est vraiment pas mal du tout d'être avec le néerlandais sur le podium. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour, on commence avec Łukasz Kubis, le coureur de la Unibet. Alors c'est peut-être maintenant, on a des attentes fortes sur Łukasz Kubis, c'est vrai que c'est un coureur qui a été très intéressant sur les dernières épreuves. Mais aujourd'hui, j'ai de la frustration parce que quand on voit son résultat à la fin, quand on voit sa course, on se dit c'est quand même con quoi. Il est bien placé, mais peut-être trop bien placé à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est peut-être un peu trop devant. Donc il a peut-être mangé un peu trop devant. Mais c'est vrai que vous voyez qu'à chaque secteur, il est bien placé, il est dans les bonnes roues, il est même à des moments au niveau de Van Der Poel, enfin voilà, il est toujours bien placé. Alors soit il s'est mis un petit peu dans le rouge avant son sprint, c'est-à-dire que il est bien placé notamment dans le dernier secteur pavé, et il s'est peut-être mis dans le rouge à ce moment-là en essayant de suivre Van Der Poel, alors que il aurait peut-être fallu être un petit peu plus derrière à ce moment-là. Mais il est toujours bien placé pendant toute la journée sur le parcours. Et puis à la fin, ça ne fait qu'une 10e place au final pour Łukasz Kubis. Sur un sprint où normalement, je le dis, il a quand même des qualités assez proches de Peter Sagan. Sprint, faux plat montant. Normalement, il aurait dû être un peu mieux. C'est vrai que quand je vois sa course à Kubis, ne pas être 5 ou 6 aujourd'hui, c'est une déception pour moi du côté du coureur de la Unibet, Tetjema Rocket. Donc voilà, petite déception pour moi du côté de Łukasz Kubis. Deuxième flop du jour, la Picnic. Alors déjà, je comprends pas vraiment pourquoi ils sont venus sur cette épreuve, la Picnic. Ça, c'est déjà un petit peu une question. Parce qu'en gros, les classiques flandriennes, c'est pas leur spécialité. C'est pas un domaine où ils sont hyper bons. En gros, ils ont. Quand dans ton équipe, tu mises encore sur De Genkolb, qui est plutôt jeune quand même, De Genkolb, ça veut dire qu'il te manque quand même pas mal de monde. Quand tu emmènes Enzo Laenze
qui est un grimpeur sur le Het Nieuwsblad, ça veut dire que tu n'as pas beaucoup de monde au balcon. Donc aller sur cette épreuve-là de Pro Series, je ne sais même pas si c'est une Pro Series le Saman. Peut-être que je m'avance. Ouais, c'est une 1-1, c'est même pas une Pro Series. Donc aller sur une 1-1 comme celle-là, en n'étant pas spécialiste de la discipline, c'est quand même compliqué. Quand en plus, bon, dans ton équipe, certes, tu prends 2 sprinters, mais qui ne sont pas forcément des experts du côté de ce type d'épreuve. C'est-à-dire que quand tu prends un Bittner et un Van Duden, ce ne sont pas des spécialistes du côté des pavés, du côté des Flandriennes. Donc oui, petite déception pour moi, parce que je pense que c'était une erreur pour cette équipe de venir avec des coureurs pareils. Bon, pour tout vous dire, la Picnic Post-NL aujourd'hui, elle prend 0 points, parce que Van Duden, il est 26 et les points s'arrêtaient à la 25e place, c'est-à-dire qu'on donnait 3 points en 25e au niveau UCI, et Van Duden est 26, donc il se retrouve à avoir 0 points. Bittner, il n'a pas existé, il a abandonné assez tôt au final, et puis le reste de ton équipe a été assez inexistante. Dans aucune échappée, on les a vus, jamais à l'avant du groupe. Donc quel était l'intérêt de venir? Vraiment. Si tu viens sur une 1-1 quand tu es une équipe World Tour, c'est pour marquer des points. Surtout quand tu es dans la situation de Picnic Post-NL où tu n'es pas encore totalement assuré d'être en World Tour sur les 3 prochaines années. Donc, il y a un moment donné, faut marquer des points sur ce type d'épreuve-là. Surtout quand tu n'as pas la Visma, quand tu n'as pas UAE, t'en profites. Ces 2 formations-là n'étaient pas là, tu n'as pas Red Bull Borans Groé non plus. Donc il y avait des opportunités pour cette formation. Là, ils sont passés à côté, mais pour moi, Casper Van Duden et Bittner, c'était pas l'idée du siècle. Moi, j'aurais peut-être plutôt pris de Genkolb au final, au départ de cette course. Au moins, il aurait été dans les échappées de Genkolb. Mais là, c'était trop faible aujourd'hui pour pouvoir obtenir un résultat. Et je trouve ça dommageable Pour te dire, il n'y a qu'un seul coureur qui est dans le bon peloton. Enfin, dans le bon peloton. Il est quand même à 13 secondes de Van Der Poel. Mais on va dire du côté du bon côté. C'est Van Duden, parce que Naberman, il est déjà à 6 minutes. C'est-à-dire, il y a un seul coureur qui est dans les 100 premiers de l'équipe. Enfin, qui est dans les 100 premiers de la course, pardon. C'est Van Duden. Tout le reste est en dehors de la 100e place. Autant vous dire qu'ils n'ont vraiment pas pesé sur cette épreuve du côté de cette formation. On poursuit avec Tim Thorn, Teutenberg, le coureur de la Lidl Trek. Ouais, surprenant, que 24e aujourd'hui, Tim Teutenberg. Surprenant parce que déjà on était venu avec une équipe pas dégueulasse. On a vu notamment Tim de Klerk énormément rouler. Il y avait aussi Söderqvist. Alors Martin Pedersen, il a eu des problèmes de chaîne. Il a complètement déraillé sur un secteur pavé. Je pense que c'était au moins plus de 25 bandes de l'arrivée. Donc ça lui a coûté forcément beaucoup de temps. Il finit à 8 minutes. Mais là aussi, cette équipe-là est passée à côté. Un seul coureur dans les 50 premiers de la course, c'est Teutenberg. Le deuxième et 73e, c'est Grindley qui était dans l'échappée matinale. Sébastien Grindley qui doit être un coureur qui est un coureur de la réserve, surtout Grindley en plus. Seulement 18 ans, Sébastien Grindley, donc peu d'expérience sur ces épreuves-là. C'était seulement son 3e jour de course. Je trouve ça là aussi surprenant d'aller sur ce type d'épreuve en n'ayant pas forcément une grosse densité de coureurs au départ. Puis c'est vrai que Teutenberg, forcément il s'est retrouvé seul. Alors il était plutôt bien placé, Teutenberg. Sur pas mal de secteurs on le voit plutôt bien passer, mais sur la fin, peut-être parce qu'il était un peu trop seul, il est un peu derrière, et son sprint n'est pas bon, 24e, ça veut dire qu'il est derrière, mal positionné, pas en capacité de suivre le rythme surtout. Il est 10 places derrière Arnaud Delis aujourd'hui, Tim Thorn Teutenberg, donc ça ne pouvait pas le faire pour le coureur allemand, donc déception. Puis je termine avec Arnaud Delis. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a un moment donné, c'est terrible pour Arnaud Delis. Aujourd'hui, il y avait de l'ambition, Arnaud Delis. Il y avait de l'ambition. Cette crevaison roue avant, c'est presque même plus des jambes presque. À ce moment-là, ça lui coûte cher. Il n'a pas paniqué. Enfin, il n'a pas fait c'est pas qu'il n'a pas paniqué, c'est qu'il il est remonté bien plus vite que sur le Het Nieuwsblad. Surtout, là, il s'est mis une vraie accélération, mais sans forcément paniquer comme l'année dernière sur le Saman.
mais c'est une course qui lui réussit pas pour le moment. C'est peut-être un peu trop plat pour Dely aussi, hein, parce qu'il y a que 1100 mètres de dénivelé positif. En gros, il y a un secteur qui est difficile, c'est le chemin des Nonnettes, qui est vraiment en faux plat montant. Il y a pas beaucoup de grandes difficultés. C'est peut-être pas suffisamment dur au final pour Arnaud Dely, mais c'est vrai que sur cette épreuve-là, pour le moment, il n'est pas en réussite. Seulement 14e, un peu gêné dans le sprint, mais depuis le début de saison, il n'arrive pas forcément à faire des sprints massifs quand il y a du monde. Le seul qu'il a gagné de sprint massif, c'était à Bessèges, où ils étaient plus que 3. Donc c'était plus facile pour se positionner, pour se placer. Il a du mal à frotter, j'ai l'impression, depuis le début de saison. Enfin, c'est pas parfait quand il frotte Dely. Et puis oui, bah là, oui, une grosse déception. Grosse déception pour lui. Parce que je pense qu'il voulait vraiment gagner en Wallonie avec le maillot de Belgique, qu'il voulait bien faire sur cette épreuve avec le maillot de Belgique, et ça passe pas pour Arnaud Dely. Donc ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Il est gêné dans le sprint, il y a la crevaison pas au bon moment. Bon, c'était pas sa journée à Dely. Le problème, c'est que depuis le début de saison, il y a quand même pas mal de jours de course pour le moment qui ont été compliqués. Maintenant, on attendra pour les classiques, Nocquereux et tout le reste. Je ne sais même pas s'il fera Nocquereux. Mais on attendra le reste. Et puis Milan. Je pense qu'il fera Milan-San Remo. Arnaud Dely, normalement. On passe tout de suite à la course des dames. Pour finir, on débriefe la course des dames. Et oui, ce 14e Samin des dames. J'ai envie de dire d'un côté, Van Der Poel a dominé le sprint. De l'autre côté, c'est Lorena Wiebes. Alors là, on est un petit peu plus habitué. Mais en gros, la question était de savoir qui allait faire deux derrière Lorena Wiebes. Elle est encore plus impressionnante qu'avant. Et puis, bon, la pique-nique s'est aussi un petit peu plantée avec Charlotte Kohl qui fait seulement 12e aujourd'hui. Donc, elle n'a pas eu l'opposition qu'elle a habituellement. Vu que Charlotte Kohl n'a pas été à son niveau. Mais je pense que l'année dernière, elle a été chagrinée de son Tour de France. Je pense qu'elle a encore passé un cap, Lorena Wiebes. J'ai trouvé son sprint très intéressant. C'est pas forcément le terrain qu'elle aimait le plus. Sur des parcours comme ça, un petit peu en bosse. Enfin, avec un sprint comme ça, légèrement en bosse. Avant, elle était un peu en difficulté sur ce genre de sprint. Et là, elle a vraiment progressé parce que là, elle déclenche. Sur le jump, il n'y a déjà plus personne. C'est-à-dire que sur les 15-20 premiers mètres, déjà, tu sais que personne ne va pouvoir revenir. Vraiment impressionnante aujourd'hui. Wiebes, comme Van Der Poel, j'ai eu la même... Tu sais, j'ai été sans voix dans un cas comme dans l'autre. Dans un cas comme dans l'autre, il m'a fallu... 15 secondes pour analyser vraiment ce que je venais de voir, tellement il y a eu une domination. Alors autant je m'attendais du côté de Wiebes, peut-être pas à ce niveau-là, mais je m'attendais à ce qu'elle soit devant. Autant Van Der Poel, j'ai été encore plus surpris, mais bravo pour Wiebes, c'est déjà je crois sa 5e victoire cette saison. 4 ou 5e victoire, on va vérifier ça. C'est énorme. Pire résultat, 20e, c'était à Jebel Lafette. Autant vous dire, pas forcément un terrain... où elle est, c'est déjà sa 5e victoire, classement par points, 3 étapes sur le Tour, le Samin des dames, ça fait 4. Autant vous dire que pour Milan-San Remo, le 22 mars, Milan-San Remo féminin, parce que ça sera une première sur cette épreuve, il va falloir faire attention. J'ai même pas regardé quel était le parcours. Il n'y a pas encore le parcours, c'est magnifique. De Milan-San Remo féminin. De cette première édition de cette épreuve. Mais oui, je pense qu'il faudra faire attention à elle. Si normalement, je pense qu'elle est en capacité de passer le Poggio maintenant, Wiebes. Et puis même, elle a une marche sur le sprint. Il faudra vraiment la sortir de la roue. Bon, devant Zanetti et Lara Gillespie à l'Irlandaise. Alors Zanetti... Très beau sprint aujourd'hui de la Uno X qui a fait une belle course d'équipe. On les a beaucoup vus, les Uno X. On les a vus pendant toute la journée du côté de cette formation. Je vais retrouver l'équipe. La Team Coupe. Uno X, voilà. C'est vrai qu'on a vu l'équipe pendant toute la journée. Il semblerait même qu'Ato Salo ait énormément travaillé en début de journée. Peut-être la seule qu'on a moins vue, c'était Simone Boilard. Peut-être sur toutes les filles de l'équipe, mais on a vu Suzanne Anderson, on a vu Confalonieri. On les a vraiment toutes vues aujourd'hui. Elles ont fait un énorme travail du côté de la Uno X, et donc c'est
cette deuxième place de Linda Zanetti, qui peut être contente de ce qu'elle a fait. Déjà deuxième Almeria, vainqueur de la Vuelta ACV Féminas du côté de Valence. Donc très bon début de saison, avec déjà une victoire et 2 deuxièmes places pour cette Suisse qui a seulement 22 ans, coureuse l'an dernier chez Human Private Health et qui avait commencé chez UAE, notamment dans l'équipe 1 et dans l'équipe de développement. Comment vous dire, elle est née de toute manière à Camignolo. Pas mal, je crois, en Suisse. Je ne sais plus qui d'autre était là. Ça me dit quelque chose. Ouais, pourtant, il n'y a personne d'autre, mais ça me dit... j'ai dû me tromper. Ça me disait quelque chose. Quasiment à côté de la frontière italienne, en passant du côté de Linda Zanetti. Et puis, j'aime bien faire le petit accent italien. Et puis, Gillespie, qui peut être content de sa 3e place. Verhulst, un peu juste sur la fin de son sprint. Donc ça, c'est dommage pour la Française, mais 4e devant Baker. Schweinberger, encore là, parce qu'elle est là depuis le début de la semaine. Et puis, Marjolaine Van Tigeloff, qui prend la 7e place. Amber Crack, la FDJ a beaucoup roulé, beaucoup roulé la FDJ, mais il n'y avait pas forcément la meilleure carte. Il leur manquait une sprinteuse du côté de la FDJ aujourd'hui pour pouvoir faire quelque chose. Et puis la Livadula, collectivement fort, stratégiquement zéro. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment de sprinteuse, donc il fallait tenter une attaque. Alors déjà que du côté de la FDJ, on n'a pas tenté grand-chose, mais alors du côté de la Livadula, on a fait un peu tout dans le désordre. Et dans le final, on a tout fait pour emmener Vibus. On a fait un train, mais pour Rena Vibus, qui peut les remercier. Mais il y avait tellement mieux à faire du côté de la Jayco Alula aujourd'hui qu'on peut être extrêmement... de la Liv Alula Jayco qu'on peut être extrêmement déçu. Et puis Victoire Berthaud, mal placé dans le final. Donc tu peux rien espérer sur cette épreuve-là. Le placement est vraiment... primordial sur cette course, donc si tu es mal placé, ça ne peut pas le faire, donc dommage. Du côté de Victoire Berthaud et puis Charlotte Cole, dommage parce que Cor a fait un énorme boulot pendant toute la journée. Du côté de la pique-nique post-Enel, elle a vraiment passé la dernière heure de course devant. Sauf que Charlotte Cole est seulement 12e sur la fin. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur cette épreuve. Du côté du cyclisme féminin, on se retrouve samedi avec l'Estrade Bianche donnée. Par contre, du côté du cyclisme, demain, Trofeo Leguelia, et puis ce soir, donc les points UCI, on va essayer vers 21h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Manette Production. Ciao ciao!